côté-là si vous voulez voir quelque chose. Donc la première chose qu'on va faire, c'est charger le fichier ZBrush. Vous avez les B2C3, c'est ça? Donc on charge l'objet dans ZBrush. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va voir comment optimiser l'objet. Donc pour le moment, il y a 645 points. 645 000 points, pardon. Alors comment est-ce que ZBrush affiche ça? Vous voyez que c'est pas un tree count, c'est un compte de points. Alors qu'est-ce que c'est que les points? Vous faites 3 points, vous avez un triangle. D'accord? Chaque fois que vous rajoutez un point en plus, vous avez un nouveau triangle. Donc à 2 points près, le total des points, c'est le même que le total des triangles. Donc là, pour le moment, on a 645 000 triangles. Ce qu'on va faire, c'est optimiser ça pour pouvoir exporter un objet de référence sur lequel on va pouvoir dessiner notre low poly dans 3D Coat. Alors pour que 3D Coat fonctionne bien et que le travail soit confortable, on va baisser le nombre de points, le nombre de triangles. Alors pour ça, je vous propose d'ouvrir le tiroir qui est ici à gauche en cliquant sur les deux flèches, de fermer en cliquant sur le manipulateur ici ce qui aurait éventuellement déjà de parquet dans cette vue-là. Et dans Z-Plugin, eh bien, on va prendre le manipulateur et on va déposer la fenêtre ici. Donc là, c'est apprendre finalement à utiliser l'interface pour placer l'outil qu'on va utiliser le plus pour le moment dans une fenêtre qui va nous en faciliter l'accès. Et on va ouvrir Decimation Master, qui est le plugin qu'on va utiliser le plus maintenant pour optimiser l'objet. Donc ici, on va optimiser tout ça. Si j'affiche le wireframe, on voit que c'est très dense, c'est un Dynamesh très dense. Avant de commencer à optimiser, on va proposer à ZBrush de calculer de faire un pré-process sur le subtool sélectionné. Donc on va dans Z-Plugin Decimation Master et on clique sur Pré-process Current. Ça veut dire qu'il va analyser le mesh. Vous allez voir qu'il y a une barre qui va s'afficher sur le dessus. Il ne va rien changer à la nature du mesh, mais il a préparé le calcul. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a deux boutons de pré-process? Eh bien, parce que dans un projet, dans un Z-Tool, on peut avoir plusieurs subtools. Pour le moment, on n'en a qu'un. Et on peut faire un pré-process soit sur le subtool current, soit courant, soit sur tous les subtools. Une fois que vous avez fait le pré-process, vous pouvez setuper le pourcentage de décimation. Donc là, je vais laisser 20% par défaut. Regardez, là, je suis à 645 000 points. Je vais cliquer sur Decimate Current pour décimer le subtool sélectionné. Regardez, là, il a changé le maillage. Et je suis bien à 130 000, c'est-à-dire 20% des 650 qu'il y avait avant. Si je cache le wireframe, on voit qu'on n'a quasiment rien perdu au niveau de la mode. Alors, 3D Coat, vous pouvez lui donner 1 million de tri comme référence mesh, et il sera encore content. Ici, on apprend à optimiser, parce que 1 million pour une tête, c'est quand même beaucoup. D'ailleurs, en high poly, elle n'est même pas encore à 1 million. Mais là, on apprend à optimiser quand même son travail pour être plus à l'aise dans 3D Coat. Et là, je vais descendre le plus bas possible. Donc, moi ici, je vais mettre 5% et faire un Decimate Current. Et là, on voit que j'ai à nouveau rien perdu au niveau de la forme générale, bien que si je zoome, eh bien, on voit que maintenant, ce sont tous des triangles. D'accord? Donc, ça veut dire que ça, pour baker une normal map, ça va pas aller, c'est pas assez détaillé, j'ai perdu trop. Par contre, comme référence mesh, je suis à 32 000 triangles, c'est bon. Ça va être super léger pour travailler dans 3D Coat. Et c'est tout ce qu'on veut faire. Donc vous, en fonction de votre polycount de départ, à vous de choisir un pourcentage de décimation qui vous convient pour arriver à quelque chose de super léger
pour aller dans 3D Coat. Et une fois que vous avez réussi et que vous êtes content, dans Tool, vous cliquez sur Export pour exporter ça en OBJ. Et dans votre dossier de travail, vous appelez ça Skull underscore retopo ref. Donc ce sera la référence sur laquelle on va dessiner notre retopo. Donc on va dessiner notre low poly sur cet objet, qui est une version optimisée du high poly. D'accord? En OBJ, et vous sauvez ça. Et voilà pour ZBrush, on ne va plus l'utiliser jusqu'à la fin du cours où on exportera à nouveau le high poly, mais on le fera plus tard. Donc on a exporté ça de ZBrush, on peut fermer ZBrush. Et on va ouvrir un nouvel outil 3D Coat que vous avez sans doute déjà utilisé pour faire du texturing. Et ici, donc, on va l'utiliser pour faire de la modélisation. Donc, 3D Coat, vous ouvrez la version DirectX 64. Et il n'y a qu'une seule manière d'importer un objet en tant que référence mesh pour que vous puissiez dessiner votre low poly dessus. C'est File, Import, Référence Mesh. Donc il ne faut pas faire un file import tout court, etc. C'est Référence Mesh. Et vous allez chercher ce que vous avez exporté dans ZBrush, depuis ZBrush, le B2C3 Skull Retopo Ref. Et là, il vous l'ouvre directement dans la vue. Alors, par défaut, le shader qui est assigné est très doux et relativement illisible. D'accord? Pour améliorer ça, on va enfoncer la touche 1. Et là, on a un shader qui est tout de suite beaucoup plus contrasté. Parfois il est jaune, parfois il est blanc, ça dépend un peu des configurations. Et alors on a deux icônes au-dessus de la vue qui permettent de changer à la fois le contraste et l'éclairage. Et là vous pouvez adoucir un petit peu l'éclairage et les contrastes, histoire d'avoir quelque chose de bien lisible au niveau des formes, pour pouvoir correctement faire votre low poly dessus. Alors, vous avez la grille que vous pouvez enlever. Et pour voyager dans la vue, c'est Alt, clic gauche pour tourner, clic du milieu pour faire un pan, clic droit pour faire un zoom. Alors, je vous conseille d'utiliser le stylet et de vous habituer à la manipulation au stylet, puisqu'on va faire du painting dans 3D Coat plus tard. Et donc, avec Alt et le clic de la pointe sur la palette, vous faites une rotation. Avec le clic droit qui survole la tablette, donc sans cliquer avec la pointe, vous zoomez. Et quand vous cliquez avec la pointe en plus, vous faites un pan. Donc avec le clic droit. C'est un peu space, mais je suis sûr que ça va aller. Donc on va activer la symétrie pour travailler sur une seule moitié. Donc là, dans l'onglet Retopo, donc j'ai mon interface de travail de retopologie. Alors ici, on a tous les outils dans la colonne de gauche. Et dans la colonne de droite, on a un certain nombre de fenêtres dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de Voxtree. Donc Voxtree, je le dédock et je le ferme. On n'a pas besoin de RTP modèle non plus. Donc je dédock et je ferme. On a besoin de l'UV Preview parce qu'on va faire des UV. On a besoin des Retopo Objects parce que c'est là que mes layers de low poly vont s'ajouter. Bon, aujourd'hui on n'en aura qu'un, mais on verra que plus tard on pourra faire plusieurs morceaux du modèle dans différents layers. Et alors dans Windows Pop-up, je vais aller chercher un truc qui s'appelle Paint Object, ça se trouve plus ou moins au milieu. Et ça, en fait, je vais le docker. Ce sont mes high poly. Ok? Donc, dans le cas où vous avez importé plusieurs objets, comme ça va être ton cas parce que ton objet est asymétrique, tu vas avoir la sphère et le crâne qui vont se trouver dans cette liste-là, et tu pourras cacher la sphère pour continuer à travailler. Tu pourras même la supprimer après. Ça va? Donc là, on a notre layout de travail qui est prêt.
Et on va dans symétrie, symétrie, et on clique sur X. Et vous voyez qu'il y a un plane rouge qui apparaît. C'est le plane de la symétrie, c'est l'axe de la symétrie. Et si vous avez travaillé en symétrie dans ZBrush, eh bien, le plane se trouve bien au milieu de l'objet. Et donc, on va travailler, quand on regarde de face, on va travailler sur le côté droit. On ne travaille pas sur le côté gauche de l'objet, travailler du côté droit pour que les faces soient à l'endroit. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser l'outil point face, points faces. C'est l'outil que j'utilise le plus. On peut faire 80-90% du travail avec. Et c'est quoi le principe? Regardez avant de commencer. Vous faites 4 points. Et puis, quand vous survolez l'intérieur des 4 points, vous voyez qu'il vous propose de faire une face ou un triangle ou l'autre. Quand vous êtes content, vous faites un clic droit. Et là, il crée la face. Je propose de mettre le bias à 10 au maximum pour avoir un meilleur affichage. Et donc maintenant que j'ai cette face, je peux rajouter 2 points pour faire les autres faces. Et donc on peut vraiment dessiner du low poly sur le high poly. Et donc ici je vais faire 2 points et faire les faces. Et vous voyez que ça va se souder directement au centre. Alors comment on fait pour bouger un point? Eh bien c'est un clic droit sur le point et on drague, donc on peut replacer ce qu'on a dessiné. Et comment on fait pour souder 2 points? Ben, c'est un clic droit sur l'autre point et quand on lâche, il soude. Pour souder 2 points du modèle. Et avec le clic droit, je viens rapprocher les points du centre de symétrie, de l'axe de la symétrie, et là il va souder automatiquement. Bon, c'est une preview, hein, mais il va souder directement. Alors, on peut faire des triangles. Hein, ouais, ouais. Quand on travaille pour du low poly de jeux vidéo, on doit faire des triangles. D'ailleurs là, regardez, je suis dans un réseau avec un certain nombre de quads pour pouvoir avoir la silhouette correctement, pour avoir le détour de la silhouette. À un moment donné, si je continue ce réseau-là, j'aurai plus besoin d'autant de lignes, donc je vais pouvoir commencer à faire des triangles pour réduire le nombre de réseaux. Ok, et là, à cet endroit-là, je n'ai besoin que de 3 réseaux, alors qu'au-dessus, j'en ai besoin de 5. Dernière petite note, vous avez 500 triangles pour faire toute la tête. D'accord? 500 triangles. Si vous regardez ici en bas, tout en bas de l'écran, vous avez le nombre de triangles. Là, j'en ai déjà mis 38. 38, c'est le nombre de triangles que j'ai dessiné sur une moitié. D'accord? Donc, en réalité, là, j'en ai le double. Donc, sur mes 500, je suis déjà à presque 80. D'accord? Donc, 500, c'est pas beaucoup. Ça veut dire que pour une moitié, vous pouvez aller jusqu'à 250. Donc, ne faites pas des quads et des triangles trop petits pour commencer. Couvrez de la surface avec des plus gros, et après vous pourrez rajouter ou optimiser. D'accord? En fait, ce qui se passe, et l'erreur la plus commune, c'est de commencer avec une résolution qui est beaucoup trop petite. Donc plein de petits quads. Bah, d'une part, ça prend du temps à mettre, ça prend plus de temps que de mettre des gros quads. Et en plus, après, il va falloir passer du temps à optimiser. Donc si vous avez ce genre de réseau, pour optimiser, vous avez l'outil Collapse. Collapse qui permet d'écraser un edge en son centre et qui permet donc de réduire la résolution. Alors sur les edges qui sont placés sur l'axe de symétrie, parfois il faut désactiver la symétrie pour pouvoir utiliser le collapse. D'accord? Vous avez aussi Delete Edge avec contrôle qui permet de supprimer des loops en entier. Et donc comme ça, vous pouvez optimiser votre
votre mèche et donc garder un réseau qui est relativement light. C'est plus facile de rajouter un peu de géométrie quand on a complètement fini la retopo du modèle plutôt que de devoir retirer la moitié quand on a fini tout le travail en fait. C'est faire deux fois le travail en fait. Alors regardez un autre outil. Parfois vous dites oui mais j'aimerais bien faire un cut à un certain endroit. Donc je vous ai dit qu'on pouvait faire 80% du travail avec le point et face. L'autre outil qui va compléter le travail c'est le hat split. Alors le hat split il faut un certain radius au niveau du pinceau pour l'utiliser. C'est le premier outil ici au-dessus en fait. Le radius ça se détermine ici au-dessus d'interface. Le hat split ben, ça peut permettre de faire des cuts. Par exemple, je peux partir de ce point-là et aller jusqu'à cet edge-là, et ça crée un cut. Ok. Ça veut dire qu'avec Escape, je peux enlever le petit élastique qui est ici. Qu'est-ce que ça permet aussi? Eh bien, ça permet de partir d'un point et de dessiner une face. Parfois, l'outil point face ne veut pas dessiner la face que vous voulez qu'il dessine. Parce que, voilà, il n'a pas tout compris non plus. Et donc, vous pouvez parfois forcer le dessin de la face que vous voulez avec cet autre outil. Alors, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on crée son low poly? Eh bien, c'est d'avoir des bons edge flow. Par exemple, regardez ici, dans un sens, j'ai des edges qui sont disposés de manière harmonieuse, et dans l'autre sens aussi. Et donc je veille à la distance entre les points pour avoir quelque chose de relativement homogène, surtout pour une surface comme une tête de squelette. Et regardez ici, l'edge flow, il est cassé. On voit que c'est pas régulier. Eh bien, je vais m'arranger pour que l'edge flow soit régulier aussi dans ce sens-là, pour avoir vraiment la géométrie du low poly qui suit bien la topologie de mon high poly. Donc un des premiers objectifs, un des objectifs du low poly, c'est de créer de beaux edge flow. Donc il faut éviter quoi? Il faut éviter les gros carrés immenses à côté de longs carrés fins. Il faut éviter les faces qui sont complètement distordues, les flows qui ne sont pas réguliers, etc. Deuxième chose, c'est le poly count. Donc bien veiller à placer la définition là où c'est nécessaire pour suivre les contours de votre objet. En respectant donc l'objectif au niveau quantité de polygones. Donc je rappelle, pour souder, on bouge un point avec le clic droit, on le dépose sur un autre point et on peut souder de cette manière-là. C'est une activité assez relaxante en fait de faire de la retopo. On peut facilement visionner une petite série en même temps, écouter une bonne musique. C'est un peu comme faire un petit puzzle. Ça ne demande pas des masses de réflexion, mais ça demande de l'habitude pour savoir où mettre ces différents flows en fait. Vous voyez qu'il y a très peu d'outils, hein. Avec 3-4 outils, on peut modéliser complètement un personnage complet.
Je vous montrerai encore un ou deux outils pour euh, voir comment, par exemple, justement, avoir des flows qui se mettent bien et qui suivent bien votre géométrie. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vraiment passer par-dessus les dents sans dessiner toutes les dents. Et vous allez expérimenter ce que va pouvoir générer comme texture le baking d'une normal map. La question la plus commune que j'ai, c'est ah, monsieur, est-ce qu'on peut mettre des quads, des triangles? Ben oui, le but c'est d'avoir des triangles. Par contre, il faut éviter les formes à plus de 4 côtés. Les fameux n-gones, dont vous entendrez parler souvent, c'est vraiment une forme qu'on veut éviter à tout prix. Et donc les n-gones, ce sont les formes à plus de 4 côtés. Donc vous avez les triangles, les quads, et à partir de 5 côtés, c'est un n-gone. Et X normal, l'utilitaire qu'on va utiliser pour béquer, n'accepte pas les n-gones par exemple. Ok, donc là je suis déjà à 191, donc il m'en reste 50 pour faire l'arrière de la tête et le bas du crâne. Donc à mon avis je devrais faire une petite passe d'optimisation après, mais je montrerai comment faire. Donc vous avez compris que le challenge, et votre challenge, c'était d'avoir des edge flows qui étaient vraiment bien placés et qui étaient harmonieusement euh, déposés sur votre modèle. Alors il y a une brush magique qui va vraiment vous aider à ça. C'est l'outil brush ici. L'outil brush, avec un radius assez important. Ok, avec le clic droit, vous pouvez augmenter le radius de cette brush-là. Et regardez bien. Alors, si je clique avec la pointe du stylet, ça bouge une zone de points complète, mais avec Shift, regardez bien ce que ça fait. Ça fait un relax. Donc, c'est-à-dire que ça redistribue les faces et ça fait un relax sur les faces en fonction de la vue caméra. Donc, il faut faire parfois un peu attention à la vue dans laquelle on est, mais on peut vraiment corriger ces edge flow, sauf quand il y a des triangles. Quand il y a des triangles, après, il faut nettoyer à la main. Mais grosso modo, vous pouvez nettoyer les edge flow grâce à cet outil-là. Un autre outil intéressant, donc là j'ai utilisé Delete Polygone pour faire un trou, c'est le cap. Et regardez, le cap, il y a deux fonctions. La première fonction au cap, c'est le clic droit. Et le clic droit, en fait, ça bouche le trou avec une face. Le clic gauche, ça bouche le trou avec un point et des triangles. Pratique pour faire des trous, justement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme bugs les plus fréquents? C'est la géométrie qui se flippe tout d'un coup et qui disparaît. Et là, c'est cocher Invert Mirror pour récupérer, décocher ou cocher Invert Mirror ici au-dessus, qui vous permet de récupérer la géométrie. L'autre chose qui peut vous arriver et qui est assez gênante, c'est le fait que des faces soient très proches l'une de l'autre, mais que les points ne soient pas soudés. Et ça va générer des trous en fait. D'accord? Pour ça, il faut faire un clic droit et souder la face. Et alors, un autre problème
qui est fréquent, c'est que, regardez ici, au niveau de la ligne de symétrie, si je déplace un point vraiment loin de la zone de symétrie et que j'active la symétrie, il soude quand même ce point-là et il me montre qu'il est ici. Mais en réalité, si je veux bouger le point qui est ici, ben, j'y arrive pas. Pourquoi? Ben parce que en fait, il est là en fait. Donc si je veux le déplacer, il faut que j'aille chercher un point qui se trouve super loin ici. Donc parfois, il faut décocher la symétrie, replacer le point pour pouvoir à nouveau travailler sur ce point-là. Et alors bien faire attention de prendre une broche avec un gros radius pour pouvoir attraper les points que vous voulez bouger. Si vous avez un radius qui est trop petit, eh bien vous aurez plus de mal pour sélectionner vraiment ce que vous voulez en fait. Si vous prenez un radius qui est trop grand, ben, vous allez bouger les edges ou les points, etc. Donc il faut aussi bien gérer le radius. Quand vous utilisez le Add Split, vous avez une espèce d'élastique qui apparaît. Si vous voulez le resetter, c'est Escape. Donc la touche échappe. Très bien. Parfois, effectivement, quand vous avez utilisé l'outil point face et que vous avez des points bleus qui sont un peu partout, pour les supprimer, il faut les survoler. Alors pour les survoler et être sûr de les choper, parfois aussi il faut un radius plus élevé, bien que je sais pas si le... Non, je peux pas faire un radius plus élevé. Il faut le survoler et quand il est blanc, vous cliquez sur Delete et vous les supprimez. Attention que si vous en avez créé trop et qui sont dans l'espace perdu, pour les choper, ben, il faut se remettre dans la bonne vue et parfois c'est pas facile. Donc parfois vous allez garder des points bleus qui flottent un peu, mais c'est pas grave parce qu'une fois qu'on exporte en OBJ, ça disparaît complètement. Pour fusionner deux faces, ok, dans ce cas-là, tu prends Collapse et c'est les edges que tu vas... Ça va? Donc ce qui va arriver ici, en tout cas pour ce modèle-ci, c'est que même en commençant quand même vachement low poly, je vais avoir trop de résolve, donc il y aura une passe d'optimisation à faire. Et ce sera aux endroits cachés, comme l'arrière de la tête, l'intérieur de la mâchoire, que je vais pouvoir gagner des faces. D'ailleurs, je vais déjà commencer à optimiser maintenant. Alors pourquoi je mets pas de musique? Parce que si je mets de la musique, ça va être enregistré sur la vidéo. Et j'ai déjà eu des problèmes de droit d'auteur parce que j'écoutais je sais plus quelle musique un jour en faisant la vidéo du cours. Répète un peu. Donc dans tes Paint Objects, tu as ton iPoly, tu peux cacher ton iPoly et tu vois mieux ce qui se passe en fait au niveau de ton iPoly. Pensez à sauver votre fichier, File, Save As, et dans votre dossier de travail,
Vous avez vu qu'il y avait des autosaves entre parenthèses. Vous appelez ça Skull Retopo. Et comme ça, vous avez le format 3D Coat. Et donc aussi pour optimiser, donc vous avez le collapse qui permet de collapser. Donc là, je suis à 257. Je ne vais pas pouvoir optimiser beaucoup plus, à part peut-être ici. Donc pour optimiser, vous regardez les edges les plus courts, les plus étroits ou ceux qui sont sur une ligne droite. Donc là, je suis à 251 et 249. Donc je suis à 249. J'aurai pas de fugus. Donc je vais refaire un hat split ici, juste pour le fun et pour arriver pile poil à 250. Ok, donc ici, vous voyez, triangle count 250. Donc sauvez bien. Donc les UV dans le 3D Code, c'est assez facile. Tout se fait avec l'outil MarkSim. Vous pouvez essayer Edgeloo, vous pouvez essayer UVPass, mais MarkSim, ça fonctionne très bien. Quel est le principe? Eh bien, avec MarkSim, si vous cliquez sur une edge, je vais prendre un radius plus bas pour bien sélectionner les edges. Cliquez sur une edge, elle devient un vert fluo, il y a une couture d'UV. Cliquez sur plusieurs, il y a plusieurs coutures d'UV. CTRL-clic pour ressouder. Et quand vous survolez votre objet, eh bien, dans l'UV Preview, vous avez une prévisualisation de ce que va être le dépliage une fois que vous l'aurez appliqué. Et ce que je vous propose, c'est de déplier ça comme une boîte de conserve. Donc on va enlever la partie inférieure de la tête. Vous voyez que quand on coupe une zone complète, on a deux îlots de couleurs différentes. Donc ça veut dire qu'il va faire deux îlots d'UV. Et vous voyez qu'avec la preview maintenant, on a bien très peu de distorsion sur le visage, etc. Et très peu de distorsion ici en dessous. Et pour appliquer ces changements-là, eh bien dans Commande, on va défiler un peu vers le bas et on va cliquer sur Unwrap. Et là, vous voyez qu'à la fois, il vous montre le résultat au niveau des UV, et en plus, il assigne un checker qui vous montre les informations au niveau des UV. Et qu'est-ce qu'on veut? Deux objectifs. Le premier objectif, c'est pas de distorsion, donc avoir des carrés les plus carrés possibles. Et deuxième objectif, avoir des UV homogènes, donc des petits carrés de la même taille partout pour ne pas avoir des gros pixels d'un côté et des petits pixels de l'autre. Et la distorsion, c'est pour avoir des pixels bien formés pour ne pas avoir de problème au texturing. Ok, je vais sauver.
Et ici, donc, on fait les UV sur une moitié du crâne pour après appliquer la symétrie sur le crâne. Et ça, je vous montre aussi. Ensuite, on va cliquer dans Retopo et on va faire un Apply Symmetry to Current Layer. Et là maintenant, eh bien, on peut cacher la symétrie. Vous voyez que maintenant, le modèle est bien complet. Attention, avant de faire ça, de bien vérifier que tout est soudé sur la preview de symétrisation. Une fois que c'est fait, eh bien, pour avoir l'effet papillon au niveau du visage, on va rajouter une couture à l'arrière de la tête jusqu'au sommet du crâne. Ok. Voilà, jusqu'au sommet du crâne. Regardez la preview, on a quelque chose qui est bien déplié comme une étiquette de boîte à conserve. Et on applique encore le Nwrap. Et là, on a des beaux UV qui sont bien dépliés, qui sont prêts à recevoir un texturing. Disons que 90% est fait. On va aller dans Maya pour finir ça, mais on a 90% qui est fait. Dernière chose, et après je passerai près de vous. Pardon. Regardez, vous avez du rouge et du bleu comme code couleur dans la preview d'UV. Le bleu, c'est un problème de distorsion. Le rouge, c'est un problème de ratio. Et pour corriger ça, toujours avec Maxime d'activer, je vais cocher le petit bouton brush ici au-dessus. Ça me donne accès à une brosse. Je vais pouvoir faire un radius bien large et avec Shift, sans Shift, je peux bouger les UV, mais ça, j'ai pas envie de le faire. Mais avec Shift, je peux faire un relax des UV. Et vous voyez que maintenant, la distorsion disparaît, tout devient beaucoup plus gris, et ça veut dire qu'il y a moins de problèmes d'UV. Donc on a à la fois utilisé des outils automatiques et manuels pour nettoyer les UV. Attention que si je reclique sur Unwrap, il va perdre ce que j'ai fait manuellement. Donc la retouche d'UV avec Shift et la brush, c'est vraiment tout à la fin, quand vous êtes content du résultat que vous allez l'appliquer. Donc pour avoir une trace enregistrée de ce que je viens de vous dire, donc où est-ce qu'on met les coutures? On les planque en fait. Donc ici on voit que j'ai planqué ça à l'arrière de la mâchoire et en dessous de la tête. C'est-à-dire que quand il y aura le cou et le corps, ça se verra déjà plus. Et à l'arrière ici, puisqu'en général on va la regarder de face cette tête-là. Donc on évite de mettre des coutures au milieu du visage. Et quand on va faire un corps complet, on planquera ça dans le creux des bras, à l'intérieur des bras, à l'intérieur des jambes, etc. Alors, la suite c'est quoi? C'est exporter. Donc je vais sauver d'abord. Exporter cet OBJ-là et aller dans Maya avec. Comment est-ce qu'on exporte un OBJ de Retopo avec ses UV? Eh bien encore, c'est dans le menu Retopo. Donc Retopo, et faites un export. Si vous faites un export selected avec rien de sélectionné, vous n'aurez rien dans votre OBJ. Vous aurez un OBJ de 0K en fait. Donc faites un export tout court, et vous exportez ça, et ça s'appelle Skull Retopo. Donc c'est pas Skull Retopo Ref, c'est Skull Retopo. On n'appelle pas ça low poly parce que les UV ne sont pas encore définitifs, et on va voir dans Maya, quand on va ouvrir cet OBJ-là, qu'il y a des petits problèmes à régler. Donc on va ouvrir. Alors, petite note dans Maya. Chez vous, vous aurez sûrement le problème. Pour pouvoir importer et exporter des OBJ dans Maya, il faut activer un plugin. Et donc vous allez dans Windows, Settings Préférences, Plugin Manager, et il faut que le petit plugin qui s'appelle objexport.mll soit chargé. Vous voyez que là, c'est le cas. Donc c'est loaded et autoload. Chez vous, il se peut que par défaut, ce ne soit pas chargé. Donc c'est là qu'il faut aller le charger. Apparemment, à partir de 2017, ils l'ont mis par défaut, mais avant, c'était pas chargé par défaut. Donc il fallait chaque fois que vous ouvrez Maya pour la première fois, le faire une fois. Et après, c'était bon pour toute la vie. Donc ça permet d'importer. Donc File, Import. Ça permet d'importer l'objet qu'on vient d'exporter.
le petit VTB2C3. Hein. Ouais. Donc voilà l'objet qu'on vient de faire dans 3D Coat. Et la première chose qu'on voit, eh bien, c'est que tout est facetté. C'est-à-dire que tous les edges sont en hard edge. C'est impossible de baker une normal map proprement là-dessus. D'accord? Donc il y a déjà une première chose à faire, c'est de nettoyer le mesh. Et là, je vais vous montrer une manière de nettoyer le mesh. Je vous conseille de chaque fois bien veiller à ce que votre mesh soit nettoyé quand vous travaillez, que ce soit pour skinner, pour exporter, etc. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Mesh Display et vous faites un Unlock normal. D'accord? Pour débloquer toutes les normales. Ensuite, vous allez dans Mesh Display à nouveau et vous cliquez sur Soften Edge. Et là maintenant, tout est en Soft Edge. Il se peut que dans certains modèles, vous souhaitiez paramétrer les Hard Edge. C'est maintenant qu'il faut le faire, mais dans ce cas-ci, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc on va se mettre en mode objet. Donc là, je clique sur F8. Autre note, vous voyez que maintenant qu'on a fait un Soft Edge, il y a un input, c'est-à-dire qu'il y a un node qui est venu sur le mesh. Ça, il faudra nettoyer après. Mais je ne vais pas le nettoyer maintenant parce qu'on va en mettre un deuxième. Et le deuxième node, ce sera dans UV, j'ouvre l'UV Editor. Vous voyez que comme mon mesh est sélectionné, eh bien, je vois les UV qui sont exactement ceux qu'il y avait dans 3D Coat. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est d'une part avoir la tête dans le bon sens. Donc pour ça, je vais me mettre en mode UV, sélectionner tout, me mettre en rotation, et avec J enfoncé, je vais faire une rotation snappée tous les 15 degrés pour remettre la tête à l'endroit. Donc ça, c'est avec J enfoncé. Et puis, avec la translation, je vais écarter les deux îlots pour créer un peu d'espace entre les deux îlots. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, CTRL, clic droit, to UV Shell, j'ai tout l'îlot, et là, je peux écarter un petit peu l'îlot. Objectif, prendre le maximum d'espace. Là, je vois que je suis au maximum en largeur. En hauteur, ce que je pourrais faire, c'est éventuellement scaler légèrement pour prendre un petit peu plus d'espace. Mais là, je sais que je suis en train de distordre un petit peu mes UV. Bon, ici, c'est pas grave. Comme ça, je prends un petit peu d'espace de texture. C'est pas excessif. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est que l'objet dépasse de 0 et 1. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Et même éviter que les points soient snappés pile poil en 0 ou en 1. Donc toujours bien avoir un petit peu d'espace entre les bordures aussi. Et alors avoir assez d'espace entre les deux UV shells. Pourquoi? Parce que quand on va calculer les normal maps et les autres maps, on va demander un padding, c'est-à-dire que le pixel qui est en bordure de l'UV shell soit répété sur 10, 15, 20 pixels autour de chaque îlot. Et pourquoi est-ce qu'on va faire ça? C'est pour le... Qu'est-ce qui a déjà entendu parler du mip mapping? Ok. Le mip mapping, c'est quoi? En fait, ce qui se passe, c'est que quand votre objet est affiché en plein écran sur un moteur temps réel, eh bien, il va utiliser la texture en taille maximale. Donc, si vous calculez une 1024, eh bien, vous aurez, quand votre objet est en plein écran, la 1024 qui est assignée à l'objet. Par contre, quand l'objet est tout en minuscule dans l'écran, dans le fond, etc., on ne va pas lui mettre une 1024, ça ne sert à rien. Donc, pour des raisons d'optimisation et de performance, quand vous sauvez une 1024, le moteur va automatiquement sauver une 512, une 256, une 128, une 64, une 32. Et en fonction de la taille qu'occupe l'objet à l'écran, il va assigner la bonne texture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, en 1024, 2 pixels entre deux îlots d'UV, ça veut dire qu'en 512, il n'y a plus qu'un pixel. Et ça veut dire qu'en 256, il n'y a plus de pixels entre vos îlots d'UV. Et donc,
quand le bitmap 256 et en dessous va être utilisé, on va commencer à voir les coutures d'UV qui apparaissent sur l'objet. Donc ça veut dire que pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème d'apparition de coutures d'UV avec le système de min-mapping, eh bien on va s'assurer qu'il y a assez de place autour des UV pour que quand la texture soit resizée, qu'il n'y ait pas de problème de couture. Ça va? C'est juste ça en fait. Et donc ça se règle dans Maya. On ne va pas régler ça dans 3D Code. C'est dans Maya qu'on va vraiment finaliser notre page, prendre le maximum d'espace, mettre tout dans le bon sens, gérer les problèmes de padding. Et donc ici, juste pour vous montrer qu'une fois qu'on a modifié les UV, on a bien un node en plus dans les inputs. D'accord? Donc l'objet garde une trace des modifications qu'on a faites. Et pour nettoyer ça, on va aller dans Edit, Delete by Type, History. Et regardez, les inputs s'enlèvent. C'est-à-dire que maintenant l'objet est propre. C'est-à-dire que maintenant, cet objet-là, je peux le skinner sans qu'il y ait de problème. Si vous laissez tous vos cuts et vos splits et des tweaks de scale, etc., ça peut péter vos UV aussi. Donc avant de faire vos UV, parfois aussi, il faut cleaner un peu votre mesh. Et donc, c'est une bonne habitude à prendre de toujours avoir un mesh bien propre. Attention qu'une fois que vous allez skinner votre objet, ça va apparaître aussi dans les inputs. Et si vous ne voulez pas perdre vos skins, au lieu de faire un delete history, il faut faire un delete non-deformer history. Comme ça, il delete tout sauf le node skin et vous gardez votre attachement au squelette. On verra ça après. Donc maintenant, je peux sélectionner mon objet et faire File, Export Selection. Et toujours dans le même dossier, en OBJ, je peux renommer ça, exporter ça, Skull Low. Et là, j'ai mon low poly final. Il y a une chose à laquelle on n'a pas fait attention, c'est les n-gone. On aurait pu veiller à ça dans 3D Code. On va laisser comme ça pour aller jusque dans X normal. Et je vous montrerai, si jamais vous avez un problème, comment régler ça dans Maya, en faisant juste une triangulation. Donc on vient d'exporter le low poly. Qu'est-ce qu'on va faire comme autre export? Eh bien, on va exporter le high poly. Donc là, on se retrouve à nouveau encore donc, dans ZBrush. On va aller chercher le high poly qu'on avait ouvert tout à l'heure. On clique sur Edit. Et là, directement, on clique sur Export. D'accord, donc ici, pas besoin de chipoter. On exporte en high poly, toujours au même endroit. Et cette fois-ci, ça s'appelle Skull Eye. Et là, ça prend un petit peu plus de temps vu qu'il y a un petit peu plus de définition. Et on peut fermer ZBrush sans sauver encore une fois. Donc on a notre low avec UV, on a notre eye. Une petite remarque, bien faire attention, il ne faut pas bouger votre objet. Et il ne faut pas le scaler non plus. Donc si vous vous dites, ah ben non, c'est trop petit et c'est pas au-dessus de 0, c'est pas grave. Là, c'est aligné sur votre high poly. D'accord? Donc votre high poly est exactement à cet endroit-là, puisque on a dessiné notre low poly sur notre high poly. Si on bouge maintenant le low poly, ou si on le scale, ce sera plus aligné. Donc ça veut dire que il va pas pouvoir baker de normal map correctement. Il va projeter des points, et puis il n'y aura rien à cet endroit-là, donc il vous donnera une normal map toute plate. D'accord? Donc faites attention à ça, il y en a qui l'ont fait dans les autres classes. Donc c'est pour ça que je le dis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va ouvrir l'autre programme qui nous permet de baker, donc Xnormal. Et vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est un programme gratuit. Dans High Definition, on fait un clic droit, on ajoute le mesh et on va chercher le High Definition le High Poly qu'on vient de sauver. C'est pour ça qu'il faut très bien nommer vos OBJ pour être sûr de ne pas vous tromper. Donc c'est le high. Dans l'onglet Low Definition, clic droit, on va chercher le low. Et dans les options de baking, on va
mettre le chemin de sauvegarde, mais comme on a été chercher les OBJ à cet endroit-là, ben, le chemin il est déjà bon. Donc il suffit de nommer la texture. Lui, automatiquement, on va mettre les suffixes. Donc c'est-à-dire qu'il y a moyen de baker 20 maps différentes. Bah, si on bake une normal map, il met un suffixe normal. Si on va baker une AO, il va mettre AO. Une curvature, il met curvature. Donc on met juste le nom de base et lui va se charger du reste. Et puis on met le type de map en TGA. Et là, il vous met le chemin et il vous dit que ce sera skull.tga et il va rajouter les suffixes. Alors on va baker une 1024 par 1024. Le padding, c'est la fameuse bordure qu'il y aura autour de l'îlot. On va laisser à 16. Le reste, on laisse par défaut. L'anti-aliasing, on va le mettre en x2 pour avoir une bonne qualité de map. Et donc, on active le baking des normal maps et on vérifie qu'il n'y ait rien d'autre de coché. Puisque pour le moment, on n'a besoin que de valider le baking de la normal map. Dans les options, on laisse par défaut. Donc, c'est tangent space, X, Y, Z+, et la couleur par défaut des normal maps. C'est tout. Après, on génère la map, et il calcule la normal map, et puis il crée le padding autour. C'est tout. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer qu'ils vous disent que votre objet est plus petit que 2 unités X normales. Ça, c'est normal parce qu'on n'a pas vraiment géré la taille de l'objet. On a commencé par une sphère dans ZBrush, donc ben là, il s'avère que l'objet est petit, mais pas assez petit que pour qu'ils mettent le message, donc ça tant mieux. La deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'ils vous disent qu'il y a des n-gones, donc ça veut dire qu'il y a des faces à plus de 4 côtés. On va voir que pour régler les problèmes et pour surtout avoir une meilleure qualité de normal map, c'est qu'on va trianguler notre objet. Ok. On se remet en mode objet. On a un polytriangulate ici, donc on va faire un edit delete by type history. On va réexporter ça sur le lot. Et automatiquement, quand on va baker la nouvelle map, eh bien, comme il va chercher le lot à l'endroit où on a été le sauver, il n'y a pas besoin de refaire quoi que ce soit ici. On fait juste un generate. Il va me demander pour écraser la map qu'il a déjà créée. Je mets oui. Et il recrée la map, cette fois-ci, sur l'objet triangulé. Ok. Et je vous montre la fin de la filière, qui est assez simple aussi. La fin de la filière, c'est juste afficher la texture dans Maya sur votre objet. Donc pour ça, on va aller dans Windows, Rendering Editor, chercher l'Hypershade. Dans l'Hypershade, on va créer un nouveau Blin. Et il affiche les nodes du Blin dans le workspace. Je vais appeler ça skull underscore shd. Pourquoi est-ce que je mets underscore shd? Parce que dans Maya, il n'aime pas qu'on nomme deux nodes avec le même nom. Donc si mon mesh s'appelle skull, je ne vais pas pouvoir appeler mon layer skull ou mon shader skull. Parce qu'il va à chaque fois mettre skull 1, skull 2, etc. Donc ici, pour ne pas avoir ce problème-là, ben je nomme skull shader, donc shd. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de souci au niveau nomenclature. Ensuite, on va aller chercher le TGA skull normal que X normal vient de baker. Et on fait un drag drop dans le workspace. Donc là, il va nous poser un place de texture et le TGA. Et on va simplement lier le odd color dans le normal caméra. D'accord? Donc le odd color du TGA dans le channel normal caméra du shader. Et là, vous voyez que le shader est devenu noir. C'est bon signe, c'est-à-dire que c'est un shader temps réel. Et donc je peux sélectionner mon objet et faire un clic droit, Assign Material to Selection. Ok? C'est pas tout. Pour bien afficher la normal map dans la viewport, il faut aller dans Renderer High Quality Viewport et dans les options ici, afficher les textures.
Et afficher les textures, c'est numpad 6. Donc numpad 4, c'est wireframe, 5, c'est flat shading, et 6, c'est texturé. Et là, on voit qu'on a exactement la forme qu'on avait trouvée dans ZBrush qui est transformée en low poly. Et on voit qu'au niveau des coutures du V qu'on a ici derrière et ici le long des mâchoires, ben, tout est géré par le baking de la normale, il n'y a aucun souci en fait. Donc ça, je vous propose de sauver pour terminer et d'appeler ça skull.mb. Et donc, à partir de la semaine prochaine, je recommencerai à partir du baking. D'accord? Comme ça, vous faites votre low poly, vous faites les UV, et tout ce qui est baking, on refera ensemble. Il y aura un petit overlap avec ce qu'on a vu aujourd'hui.